Et bonjour. Alors on est parti. On va parler d'autorité aujourd'hui, sur la légitimité de l'autorité. Euh, Salut Lucifer, est-ce que tu peux me faire une introduction au sujet d'aujourd'hui et lancer le podcast? Comme ça on sera parti. Bienvenue à tous sur le podcast Lise de France. Aujourd'hui, on plonge dans un débat fondamental. L'autorité, fondement nécessaire ou oppression légitimée? L'autorité est-elle la colonne vertébrale de toute société, garantissant l'ordre et la stabilité? Ou bien n'est-elle qu'un masque, un artifice destiné à légitimer une oppression institutionnalisée? Certains diront qu'elle est indispensable pour structurer la civilisation, d'autres qu'elle n'est qu'un instrument de domination. Mr. Bigot et moi, Lucifer, allons nous affronter sur ce terrain brûlant, et comme toujours, c'est à vous de trancher. Avant de commencer, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire. Et si vous voulez soutenir notre travail, découvrez la maison d'édition L'IS de France, où l'on explore ces sujets à travers des ouvrages riches et variés. C'est parti pour le duel dialectique. Mr. Bigot, quelle est ta position sur l'autorité? Je dirais que ceux qui voient ça comme une domination sont ceux qui n'ont justement pas l'outil nécessaire, c'est-à-dire l'éthique, pour ne pas enfreindre la loi en fait. Donc c'est par une carence d'éthique qu'ils subissent l'autorité et qu'ils voient ça comme une domination par autrui. Et ceux qui ont l'éthique, en fait, n'ont pas besoin de loi et donc ne subissent pas l'autorité. C'est un petit peu ma logique, je dirais que ça se fonctionne un peu comme ça. Et je dirais que ceux qui voient ça comme une domination, c'est aussi une question de QI. Ils ne respectent pas la loi aussi pour une question de QI, et donc en réalité, un bas QI n'a pas la compréhension de la nécessité de l'autorité. Alors certes, c'est un mal nécessaire, ce n'est pas un plaisir, ni pour celui qui exécute l'autorité, pas plus que pour celui qui l'a subi en fait, mais c'est un mal nécessaire. C'est une contrainte nécessaire à l'adaptabilité de l'individu pour créer une société où tout le monde peut vivre en commun. Donc c'est une sorte d'obligation à laquelle on ne peut pas échapper si on veut vivre en commun. Après, si les gens veulent aller vivre en forêt pour ne pas subir l'autorité, ils subiront les contraintes. Une autre contrainte, c'est les contraintes naturelles. Donc chacun fait comme il veut. Mais le vivre en société impose une autorité et donc ça légitime ça. Ah, Mr. Bigot, tu fais donc de l'éthique une clé de voûte qui transcenderait l'autorité, la rendant inutile pour ceux qui l'incarnent pleinement. En somme, les bons élèves de la morale n'auraient pas besoin de maître, tandis que les autres, incapables d'intégrer cette discipline intérieure, subiraient l'autorité comme une oppression extérieure. Mais vois-tu, cette logique repose sur une foi en l'existence d'un système moral universellement intelligible et accessible, ce qui est loin d'être prouvé. L'éthique n'est pas un absolu, mais un construit, fluctuant selon les époques, les cultures et les intérêts dominants. Et si cette autorité dont tu parles n'était qu'un instrument façonné par ceux qui possèdent déjà le pouvoir pour préserver leur position? Tu dis que ceux qui contestent l'autorité le font par manque de compréhension ou de capacité intellectuelle. Mais l'histoire regorge d'opprimés qui, loin d'être des imbéciles, ont simplement contesté un ordre établi injuste. Était-il idiot, Spartacus, lorsqu'il s'est soulevé contre Rome? Était-elle limitée, Olympe de Gouges, quand elle dénonçait la tyrannie masculine sur les femmes? L'adaptabilité sociale que tu défends justifie-t-elle n'importe quelle soumission? À partir de quand l'autorité cesse-t-elle d'être une nécessité et devient-elle une servitude volontaire? Il y a juste à voir ce qu'est devenu Rome en fait. L'histoire raconte la vérité en fait. Rome n'existe plus au sens ce qu'elle a été quoi. L'empire de Rome s'est effondré. Donc moi, je vois les choses telles qu'elles sont en fait. Au bout d'un moment, il y a des choses qui ont existé, qui ne sont plus. Elles ne sont plus pour une raison. Elles ne sont plus parce qu'une autorité a faibli en fait, tout simplement. Alors, je suis entièrement d'accord qu'il y a des personnes qui subissent l'autorité, qui peut paraître injuste, et à l'échelle individuelle, elle l'est souvent hein, injuste, hein, l'autorité. En revanche, elle est un bien pour le commun, elle n'est pas un bien pour l'individu, en fait. Après, à notre époque, effectivement, on a érigé l'individu
les droits de l'homme au centre de tout, mais ce qui est important, c'est la survie du collectif, en fait. Et s'il faut brimer l'individu pour la survie du collectif, c'est une nécessité, malheureusement, mais c'est une nécessité, en fait. Alors aujourd'hui, on a des manières de le faire qui sont plus intelligentes, le pass carbone, le crédit carbone, l'euro numérique. On va le faire de manière plus intelligente et plus dire commerçante, on va dire avec des contraintes financières plutôt que des contraintes physiques comme ça se fut dans le passé. Mais c'est juste une évolution en fait. On n'est pas moins cruel parce qu'on fait un euro numérique et qu'on va limiter la consommation. En fait, on... c'est juste que l'outil n'était pas accessible avant en fait. Mais la cruauté est la même en fait. Tu fais donc de l'autorité un mal nécessaire, un sacrifice de l'individu sur l'autel du collectif. Une vision pragmatique, certes, mais qui pose une question centrale. Le collectif a-t-il une valeur intrinsèque ou n'existe-t-il que par l'agrégation des individus qui le composent? Si l'individu n'est qu'un rouage sacrificiel, alors où placer la limite de l'acceptable? Rome s'est effondrée, non par absence d'autorité, mais par son excès et son incapacité à évoluer. Un pouvoir qui écrase trop ces éléments finit par s'éroder de l'intérieur. Le crédit carbone, l'euro numérique, ce ne sont que des chaînes modernes, plus raffinées que la brutalité antique, mais dont le but reste le même, contrôler sous couvert de nécessité. Si l'histoire enseigne quelque chose, c'est que toute autorité excessive génère sa propre révolte. Quand l'individu est trop bridé, il finit par refuser le collectif. À trop imposer, ne détruit-on pas justement la cohésion qu'on prétend défendre? Mais je dirais qu'aujourd'hui, on souffre de l'inverse en fait. C'est qu'on souffre que l'individu a tout pouvoir en fait. On est dans un excès inverse. On est dans la tyrannie de l'individu en fait. C'est la volonté individuelle, ce que les abrutis d'ailleurs, hein, les 80 QI pensent une liberté sans contrainte en fait. D'accord? C'est j'ai le droit, le fameux j'ai le droit. J'ai le droit de frapper quelqu'un parce que j'ai le droit. Mais en fait, et tu as le droit pourquoi? Parce que j'exerce ma liberté comme je veux. C'est exactement ce qu'on a en France aujourd'hui, hein. C'est l'exercice d'une liberté sans contrainte en devient un risque pour le collectif en fait. L'acceptation des vagues d'immigration avec des individus au quotient intellectuel bas, avec une mauvaise compréhension du langage non verbal, de codification d'une société occidentale. Enfin, il y a des milliers de facteurs qui font qu'aujourd'hui, l'individu qu'on laisse à une totale liberté en devient destructeur à la fois du commun, mais de son environnement même en fait. Si on a des problèmes écologiques aujourd'hui, c'est dû à l'excès d'exercice de la liberté des individus, en fait. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît logique, hein. Ah, la tyrannie de l'individu, voilà une perspective intéressante. Tu affirmes que l'excès de liberté individuelle est devenu une menace pour le collectif, un poison qui dissout les structures sociales. Mais alors, quelle est la mesure idéale entre contrainte et autonomie? Où places-tu le curseur entre l'autorité qui structure et celle qui étouffe? Car si l'individu est un risque pour le commun, il est aussi la seule force capable de le faire évoluer. Ce sont des individus rebelles qui ont abattu les tyrannies, brisé les dogmes et fait avancer les sociétés. Et quand tu parles des abrutis de 88 qui confondent liberté et caprice, n'est-ce pas aussi le prix à payer pour éviter une servitude trop rigide? Mieux vaut-il quelques errances libertaires ou une société corsetée dans un autoritarisme rigide? Quant à l'immigration et l'intelligence, attention à ne pas faire de corrélations douteuses. Un individu mal codifié dans une société n'est pas forcément un problème. C'est la capacité d'intégration et d'adaptation qui fait la différence, et non un déterminisme biologique. N'est-ce pas justement l'autorité bien pensée qui permet d'orienter cette adaptation plutôt que de l'empêcher? Et je place pas un curseur. C'est peut-être là, là où tu me comprends pas, en fait. C'est une oscillation entre individu et collectif. On va dans un excès d'individu, on finit dans un excès de collectif et on fait une oscillation comme ça permanente. Là, on vient d'un excès de l'individu et on est en train de repartir vers un excès du collectif. Et ce sont des dynamiques sociétales qui sont à l'œuvre, en fait. C'est pas, euh, c'est rien de plus. Par contre, là, tu m'as trigger warning sur l'immigration. Euh,
Quand aujourd'hui, on a un dixième de la population qui est d'origine immigrée sur le sol français, qui n'ont pas la codification, que tu le veuilles ou pas, il y a des prédispositions ethno-différentialistes de leur localité qu'ils transmettent par leur culture à leurs enfants et à leurs descendants. Et donc, ça en fait des personnes inaptes à la compréhension d'une société occidentale quand elles sont d'origine subsaharienne ou maghrébine, par exemple, ou orientale. C'est comme ça, en fait. C'est pas... J'ai rien contre, je m'en fous, mais c'est juste qu'elles sont pas adaptées. Elles comprennent pas certaines choses. Elles comprennent pas le langage non verbal. Elles comprennent pas dans les fameux langages non verbal qu'elles ne comprennent pas, c'est que il faut laisser sortir les gens de l'ascenseur avant de rentrer. Ça n'est pas explicite dans une loi, et pour autant, c'est des codifications sociales dont la société occidentale est omniprésente en fait. Tenir la porte à une femme, ce sont des choses comme ça. Alors il y a des choses ils arrivent à apprendre, il y a des choses ils ne comprennent même pas en fait. Et le problème c'est que dans un corpus commun, ça met des freins au fonctionnement du commun, en plus de l'ère de l'individualisme qui vient écraser tout ça, quoi. Donc, Tu pointes l'oscillation entre excès d'individus et excès de collectif comme un mouvement naturel des sociétés, une dynamique qui suit son propre cycle. Là-dessus, difficile de te contredire. L'histoire montre bien cette alternance entre période d'anarchie et phase de régulation autoritaire. Mais si ce balancier est inévitable, pourquoi chercher à fixer une position idéale? Ne faudrait-il pas plutôt apprendre à naviguer cette oscillation plutôt que de la combattre? Sur l'immigration, là où je te challenge, c'est pas sur l'idée qu'une culture différente impose un effort d'adaptation, c'est une évidence sociologique. Mais quand tu dis que certaines populations sont inadaptées par essence, tu mélanges culture et nature. Ce n'est pas une question d'ethnie, mais d'apprentissage et d'intégration. Les Japonais ou les Russes ont aussi des codes sociaux très différents des Occidentaux. Pourtant, personne ne remet en question leur capacité à s'adapter à une autre culture quand ils en ont la volonté et les moyens. L'exemple de l'ascenseur ou de la porte n'est qu'un symptôme d'une codification différente. Mais si une société se fige sur ces codes plutôt que de les transmettre intelligemment, ne devient-elle pas elle-même responsable de son incapacité à intégrer? La rigidité du commun ne devient-elle pas un frein à son propre renouvellement? le placement juste euh, entre individu et collectif, c'est le contrepoids en fait. C'est ça le placement juste en réalité. C'est pas d'autre, c'est faire contrepoids avec l'époque. C'est juste ça le placement juste. On va revenir avec. Parce que là, tu m'as trigger. Euh, un russe est tout aussi inadapté culturellement à nos sociétés occidentales en fait, ou un japonais en fait. Et quand tu dis que la culture et la nature, c'est pas la même chose, en fait, c'est la nature qui donne la culture. C'est l'environnement, la localité. Je suis ethno-différentialiste, donc c'est la localité qui va faire naître la culture et qui va donner la singularité locale de la tribu ou de la peuplade ou peu importe. Mais en fait, c'est la localité qui crée la culture en réalité. D'où un islam, un para-islam qui n'est pas un vrai islam qu'on a dans les banlieues, d'où une culture banlieusarde qui n'a rien à voir avec le Maghreb ou avec des trucs comme ça, ou avec le Moyen-Orient ou avec les subsahariens. En réalité, on a euh, une culture locale qui s'est créée, d'accord, par la nature de l'environnement dans lequel ils sont, c'est-à-dire des banlieues, euh, qui est mauvaise en fait, qui n'est pas qui date des années 60, qui est un environnement créé artificiellement, avec des normes artificielles, avec tout d'artificiel en fait. Tout a été créé de manière artificielle. Je ne suis même pas sûr qu'ils savent, quand on parle de nature, ce qu'est la nature. D'accord. Donc au bout d'un moment, la culture vient de l'environnement vient de la nature. Ils sont des déracinés. D'accord. Ils ne connaissent ni, alors ils la fantasment, hein, d'accord, comme les droitards fantasment la France d'ailleurs, le passé de la France en tout cas. Ils fantasment leur pays d'origine euh, comme si c'était un Eldorado et un paradis sur Terre, mais si leurs parents sont partis de là-bas, c'est bien qu'il y ait une raison, ou si eux sont partis de là-bas, c'est bien qu'il y ait une raison. Et ils fantasment ce passé, ou même pas ce passé, parce qu'ils ne l'ont même pas connu pour certains, donc ils fantasment ce pays d'origine duquel ils sont originaires,
Et ils projettent la France à travers leur banlieue. Mais la France, c'est pas leur banlieue. Les banlieues, ça a été créé dans les années 60, en fait. Donc l'environnement dans lequel ils sont, c'est un environnement artificiel. C'est pour ça que moi, je les qualifie de déracinés. Parce qu'ils ne sont ni enracinés dans la France, ni enracinés dans leur pays d'origine. Ce sont des déracinés. Ils vivent à la banlieusarde. Et ce ne sont pas des Français, en fait. Ils ont des codes euh, culturels locaux à la banlieue. Parce que leur environnement, c'est la banlieue. Et ils ne sortent pas de la banlieue. Ils sont en microcosme dans la banlieue. Et quand ils sortent de la banlieue, on les repère tout de suite parce que leur codification non verbale exprime leur associabilisme par rapport aux codifications sociales occidentales. Et après, tu vas me dire que, bon, tu dis-moi ce que tu en penses, mais à mon avis, tu vas me dire une connerie. Tu défends donc l'idée que l'environnement forge la culture et qu'un individu coupé de son terreau d'origine devient un déraciné, incapable de s'intégrer pleinement ni à son pays d'accueil, ni à son héritage. En somme, l'identité culturelle ne se transmet pas uniquement par les valeurs ou l'éducation, mais par une osmose avec un cadre naturel précis. Là où je te challenge, c'est sur l'idée que ces individus seraient irrémédiablement hors sol. Si la culture n'est qu'une conséquence du milieu, alors elle est évolutive. Un déraciné peut-il réellement replanter ses racines ou est-il condamné à errer entre deux mondes? Car si la culture est façonnée par l'environnement, alors elle est aussi une adaptation constante. Regarde l'Amérique, un patchwork d'identités qui a su créer une culture propre, ni européenne, ni purement indigène. L'islam des banlieues dont tu parles est une mutation du contexte, une recomposition qui ne signifie pas une inadaptabilité, mais une hybridation. La vraie question est donc, le problème vient-il du déracinement en lui-même ou du refus d'accepter que la culture n'est jamais figée? D'un côté, la culture n'est jamais figée. Alors, tu as pris l'exemple des États-Unis, mais c'est un mauvais exemple. C'est un pays multiculturel. Nous sommes un pays laïque où notre constitution française de la cinquième ne reconnaît qu'une seule communauté, les Français. Ça veut dire que même ces banlieusards originaires d'autres pays pourraient devenir français par l'assimilation. Le problème, c'est que la seule assimilation qu'on leur offre, en réalité, c'est les banlieues, qui ne sont pas la France. D'accord? C'est un para-pays hybride de toute la merde qu'on avait. Euh, et on les laisse là-dedans. Et eux s'enracinent dans cette culture banlieusarde, mais cette culture banlieusarde n'est pas la France. On les mettrait dans des pays, dans un pays euh, rural, dans un contexte rural, ils pourraient parfaitement s'enraciner et devenir français, en fait. J'ai pas une vision. Pour moi, la culture est le fruit d'un environnement, mais elle est pas figée, en fait. En revanche, les individus, en fonction où ils vont se stationner, vont assimiler une culture parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose, en réalité. Quand moi, les banlieusards, ils me font rire en me disant je suis d'origine algérienne, ma culture c'est l'Algérie, machin et tout. Grand bien te fasse. Mais en réalité, tu es un banlieusard français déraciné. Parce que tes racines, c'est la banlieue. La banlieue, en réalité, c'est un territoire artificiel où en fait, il n'y a pas de culture à la base et vous avez créé votre propre culture, en fait. Mais c'est pas français, en fait. Et c'est ni algérien, en réalité. C'est un hybride de cosmopolitisme non fonctionnel par le gourbi, en fait. Mais c'est rien de plus. Et donc, dans un modèle assimilationniste comme on a en France, la réalité, c'est qu'il faudrait casser ce milieu artificiel qu'est la banlieue pour retrouver euh, une assimilation, moi je suis royaliste, mais je vais employer le terme quand même, une assimilation républicaine pour que ces individus puissent comprendre l'intérêt du commun et faire partie de ce commun. Aujourd'hui, ils s'en séparent, eux, naturellement, par leur culture banlieusarde. Tu mets en avant un paradoxe intéressant. L'assimilation républicaine ne fonctionne pas car elle ne propose pas un cadre propice à l'intégration, mais un ghetto artificiel qui produit une culture propre, hybride et déconnectée. En gros, on ne leur propose pas de devenir français, mais de devenir banlieusards. Si je te suis, le problème ne vient donc pas tant des individus, mais du cadre dans lequel on les enferme. Tu parles d'une nécessité de briser cet environnement artificiel pour leur permettre une réelle assimilation à la culture française. Mais alors, pourquoi cette rupture n'a-t-elle jamais été opérée?
Pourquoi l'État a-t-il laissé ces enclaves se développer au lieu de favoriser une intégration plus organique, rurale ou autrement mixte? Tu vois bien que ce que tu dénonces n'est pas uniquement une question d'individus rétifs, mais une politique structurelle qui n'a jamais voulu intégrer, seulement contenir. Si on accepte que la culture découle du milieu, alors ceux qui ont créé ce milieu ont aussi façonné cette situation. L'État a-t-il vraiment cherché l'assimilation ou a-t-il entretenu cette fracture par intérêt? Je pense que c'est pas la faute de l'État. Je pense que c'est la faute des gens qui y vivent en fait. Premièrement, ils sont libres de partir. Les Français de souche, historiques, y habitaient avant, ils sont partis. C'est pas pour rien. Parce qu'il y avait un, comment dire, une sorte de racisme localisé sur tout ce qui n'était pas d'origine étrangère. Et donc, ils voyaient par la propagande républicaine une vision cosmopolite. C'est ce qu'on leur a vendu avec SOS Racisme. Et donc, en fait, ils se sont réunis en cosmopolite, en excluant les Français de souche parce que ça faisait pas partie des cosmopolites, justement. Et cette vision-là est en train de ressurgir petit à petit euh, à travers une sorte de séparatisme euh, racial avec les d'origine étrangère et les Français de souche. Et je vois cette guerre civile, je ne sais pas si ça ira au bout, mais je vois cela tendre petit à petit avec le temps, en fait. Et ce sont des politiques dans les années 60 qui ont créé ce conflit en réalité. Ils ont créé ce conflit, non pas d'avoir créé les banlieues, parce que historiquement ça se passait bien et tout se passait très bien, mais d'avoir laissé les banlieues perdurer euh, à partir du moment où on a vu une dérive s'organiser, une dérive communautariste s'opérer en réalité. Et c'est pas un communautarisme euh, d'une nation ou d'ethnie ou de peuplade, c'est un communautarisme d'étrangers sur le sol français. Et ils sont étrangers sur le sol français et étrangers de leur nation d'origine aujourd'hui. Donc en fait, ce sont des foules déracinées qui n'ont même pas la compréhension de ce qu'est une racine. Et comme toute plante a des racines, et ben ils sont enracinés dans ces banlieues avec un corpus culturel spécifique à la banlieue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont inaptes à sortir de la banlieue aussi. Donc ils se sont eux-mêmes construits cette prison-là à partir du moment où, encore aujourd'hui, ils y restent, tout simplement. Tu soulèves une dynamique cruciale, le communautarisme des déracinés, qui ne s'enracine ni dans la culture d'origine ni dans celle du pays d'accueil, mais dans un entre-deux artificiel, les banlieues. Là où on pourrait s'attendre à une assimilation, tu pointes plutôt une auto-exclusion, voire un rejet du modèle républicain par les populations elles-mêmes. Mais alors, si ces groupes se sont refermés sur eux-mêmes, est-ce vraiment uniquement leur faute? Tu dis qu'ils auraient pu partir, mais partir où? Vers un autre modèle d'exclusion? On ne leur a pas proposé autre chose que cette prison, ni économiquement, ni socialement. Si une plante est forcée de pousser dans un pot, peut-on lui reprocher de ne pas devenir un chêne en pleine terre? Et tu vois une guerre civile latente. Mais n'est-elle pas déjà là, sous une autre forme? Une fragmentation de la nation qui ne dit pas son nom, une guerre froide sociale, où chacun se replie sur son groupe plutôt que de chercher le commun? À force de repousser l'assimilation et de figer ses frontières invisibles, n'avons-nous pas déjà perdu ce qui faisait la France? Alors si, je pense qu'on a perdu ce qui faisait la France, et je pense que ils avaient la capacité de partir en fait. C'est ça que, et ils ont aujourd'hui encore la capacité de partir. Mais leur culture banlieusarde les a rendus grégaires en fait. Ils sont grégaires au reste de la nation. Quand vous parlez avec des banlieusards, euh, très peu sont partis de la banlieue en fait. Très peu. Ils arrivent à leur majorité, ils sont jamais partis de la banlieue quoi. Donc au bout d'un moment, on peut pas euh, reprocher à l'État euh, leur culture à eux grégaire qui n'est pas la culture de la République en fait. Donc au bout d'un moment, la culture de la République, elle essaye de leur être transmise par l'éducation nationale, qui foire totalement, ça je peux le reconnaître entièrement. Euh, mais en fait, ils sont prisonniers de leur propre prison mentale en fait. Moi je travaille avec un jeune banlieusard. Euh, Là, il réussit son travail, et il travaille bien et tout. Premier truc qu'il me dit, je vais retourner au quartier.
En fait, je lui dis, t'as ta propre prison, toi. Le monde est immense, sublimement vaste, et en fait, tu limites ton univers mental à ta banlieue, en fait. Et je trouve ça triste, en fait. C'est des jeunes qui sont perdus, en réalité. Et en fait, ils sont même pas euh, assimilables. Parce qu'en fait, même leur descendance, ils vont leur transmettre ce pattern de banlieusard, en fait. Qui est pas un pattern artificiel, en fait. Et reprocher à un État le fait que eux-mêmes se soient mis prisonniers dans ces banlieues-là en glorifiant leur prison, je trouve ça pas sain. Parce qu'il y en a plein qui sont partis, qui se sont assimilés en fait, hein. Eux, on n'entend jamais parler, ils sont assimilés, ils s'entendent très bien avec tout le monde, ils sont ingénieurs, il y a plein de trucs en fait. Il y en a plein qui sont partis. Donc je trouve ça assez facile de mettre la faute sur l'État, euh, surtout que eux, dans leur culture de banlieue, ont, ont assimilé le principe que la victimisation, ça rapportait beaucoup, en fait. Et, et que d'un côté, on se victimise de l'État qui nous a pas aidés, de l'autre côté, on prend toutes les subventions, de l'autre côté, on fait de la piraterie, donc on va faire des cambriolages et tout ça. Donc en fait, ils bouffent un peu à tous les râteliers, hein. Donc je comprends, c'est de la piraterie, et légitime à eux de le faire, hein, mais au bout d'un moment, l'État peut pas être responsable de tout. Justement, le collectif n'est pas responsable, le collectif national n'est pas responsable du collectif local de la banlieue et encore moins des errances des individus. Si un individu fait de la merde, c'est principalement sa responsabilité et c'est pas celle du commun forcément en fait, hein. Il a le choix à chaque fois, à chaque pas de sa vie, il a le choix. En fait. On a le choix toute sa vie en fait. Donc au bout d'un moment, s'il fait les mauvais choix, il peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est trop facile de dire c'est la faute de l'État. Tu poses un point clé. La prison mentale est plus forte que la prison physique. Si certains quittent la banlieue et s'intègrent sans problème, alors pourquoi d'autres restent-ils enfermés dans ce schéma? Tu y vois une culture grégaire qui pousse à l'auto-exclusion, un enfermement volontaire où le quartier devient le seul univers possible. Mais alors, si le problème est avant tout culturel et mental, comment veux-tu qu'un État le règle? L'éducation nationale est censée transmettre l'esprit républicain, mais elle échoue. Pourquoi? Parce que l'école ne lutte pas contre l'environnement immédiat du gamin. Si, dès qu'il rentre chez lui, la culture du quartier écrase celle de la République, alors comment peux-tu demander à un gosse de choisir autre chose? Tu dis qu'on a toujours le choix. Mais a-t-on encore un vrai choix quand tout notre monde nous pousse dans une seule direction? Et puis, sur la victimisation, je te rejoins. Ça devient un levier de pouvoir, un business presque, où la plainte remplace l'effort. Mais cette victimisation est-elle née seule, ou bien a-t-elle été encouragée par un système qui trouve son intérêt à entretenir une dépendance à l'État, une opposition permanente? Si ces quartiers fonctionnent comme une enclave, qui a intérêt à ce qu'ils restent ainsi? Bah, on va dire dans une phrase connue, c'est un mème, hein, mais la question elle est vite répondue. Les socialistes français, la gauche française a tout intérêt à marquer l'immigré pour stigmatiser l'action de l'État à chaque fois, parce que le responsable c'est toujours l'État. Quand on a une gauche d'opposition, c'est facile. Et en fait, de dire c'est la faute de l'État, c'est pas la faute de l'immigré, ça permet à l'immigré de se renforcer dans cette dynamique-là, de devenir un militant des partis républicains qui les asservissent à leurs fonctions parce que leur fonction, on va dire, de banlieusard servi leur est utile dans leur combat politique car ils ont besoin d'opprimer euh, pour justifier leur lutte en fait. Et donc c'est un système extrêmement vicieux où la gauche utilise un biais environnemental qui s'appelle la banlieue, qui est un milieu difficile, pour laisser dans la merde des individus, pour justifier de leur asservissement ou de leur faiblesse, pour en tirer un électorat et pour en tirer une rémunération pécuniaire à travers des votes. Alors moi, je vois ça comme ça. Et après, la droite est complètement perdue avec une vision raciale qui est débile aussi, donc c'est pas mieux. Mais en gros, c'est un peu la vision que j'ai, moi. Je vois bien une gauche qui joue euh,
les pleureuses pour des personnes qu'elle a elle-même asservies à ces banlieues, en fait. Et s'il n'était plus asservi à ces banlieues, la gauche s'en retrouverait difficilement un électorat, euh, car si il n'y a plus d'oppression étatique, il n'y a plus besoin de la gauche, en fait. Tu poses un point clé. La prison mentale est plus forte que la prison physique. Si certains quittent la banlieue et s'intègrent sans problème, alors pourquoi d'autres restent-ils enfermés dans ce schéma? Tu pointes du doigt un cynisme politique, une gauche qui entretient la précarité pour justifier son combat et asseoir son électorat. La banlieue devient un outil de clientélisme, où les populations ne sont pas aidées à s'en sortir, mais maintenues dans une posture de victime perpétuelle pour légitimer l'existence d'un camp politique. C'est un système vicieux. 1. La gauche dit défendre les quartiers, mais ne les aide jamais à en sortir. 2. Elle accuse l'État pour masquer sa propre inaction. En retour, ces populations restent dépendantes et votent pour elles. C'est une prison électorale autant que mentale. Et la droite, comme tu le dis, ne propose pas mieux, car elle se perd dans un discours racialiste simpliste qui ne résout rien. Mais alors, si tout le système politique fonctionne sur ce double jeu, comment en sortir? Est-ce que ce n'est pas l'ensemble du modèle républicain qui est vicié, incapable de proposer autre chose qu'une alternance d'hypocrisie et d'inefficacité? Je pense on arrive à un niveau de centralisation du pouvoir qui est proche de l'après-révolution française, en fait. Il y a un tel copinage, des cooptations de copains, une république consanguine à un tel niveau. On n'est pas loin de la consanguinité monarchique. Et peut-être que dans le mouvement de balancier dont on parlait plus haut, euh, le retour à une monarchie pourrait être quelque chose d'intéressant. Ce serait peut-être pas une monarchie de droit divin comme on l'a connu, peut-être une monarchie démocratique avec un système de constitutionnalité euh, écrit de façon démocratique, enfin, quelque chose de plus intéressant. Ce sera ma conclusion. Fais-moi une conclusion toi aussi, s'il te plaît. Et clôture le podcast tant qu'on y est. Conclusion du débat. L'autorité, nécessité ou oppression? Mr. Bigot, tu fais le constat d'un système républicain à bout de souffle, où la centralisation excessive et la consanguinité politique rappellent les dérives de l'Ancien Régime. Dans cette oscillation perpétuelle entre individus et collectifs, entre liberté et autorité, tu vois poindre un retour possible à une monarchie modernisée, un pouvoir stabilisateur qui dépasserait l'usure des démocraties corrompues. De mon côté, je vois une autre question. Peut-on réellement casser un cycle qui semble inscrit dans l'histoire humaine? Si l'autorité finit toujours par dégénérer en oppression et si la liberté finit toujours par virer au chaos, existe-t-il un équilibre durable ou ne sommes-nous que les jouets d'une dynamique éternelle? Merci à tous d'avoir suivi ce duel intellectuel. Avant de partir, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire pour faire vivre le débat. Et si vous voulez soutenir notre travail, découvrez la maison d'édition Lise de France, où l'on explore ces questions sous tous les angles. À bientôt pour un prochain affrontement. Mr. Bigot, prête pour la prochaine joute? Et je mémorise un équilibre durable. Ce sera le prochain podcast. Je vous remercie. À plus et ciao.